Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau rendez-vous de votre émission préférée, Le Point qui est cette tribune consacrée aux journalistes et aux analystes politiques pour décrypter l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Et comme ce soir, et comme d'habitude, je vous l'ai dit, nous recevons des confrères journalistes avec qui nous allons essayer de passer au crible les sujets ayant fait la une de l'actualité de cette semaine. Nous recevons, mesdames et messieurs, pour vous, Idelphonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Idelphonse, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous les téléspectateurs de RTDS. Notre second invité n'est plus à présenter. Lui, il est par contre le directeur de publication du journal Chronique de la semaine et il s'appelle Dominique Alizio. Dominique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de la RTDS. Voilà, c'est un plaisir pour nous de te retrouver après ce moment d'absence. Voilà, nous allons, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, ouvrir les hostilités ou les débats avec ce sujet qui ne cesse de faire la une de l'actualité, qui ne cesse d'alimenter la polémique au sujet. Il s'agit de la question de sujets liés aux réformes aussi bien institutionnelles que constitutionnelles. Nous allons suivre l'élément. Tout juste après, on revient avec les confrères en plateau pour en débattre. C'est une interview qui relance le débat sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles au Togo à seulement quelques mois des élections présidentielles de 2015. Il s'agit de celle accordée à nos confrères du site d'information Republic of Togo par le président de la Cour constitutionnelle Aboudou Assouma il y a quelques jours. Dans celle-ci, il a laissé entendre que la page des réformes était désormais tournée après le rejet le 30 juin dernier par l'Assemblée nationale du projet de loi de ces réformes. Des propos qui ont suscité des réactions au sein de toute la classe politique togolaise. La coalition Arc-en-Ciel, dans un communiqué rendu public il y a quelques jours, a exprimé son indignation face à de telles affirmations. En s'invitant dans le débat politique et en se transformant en avocat défenseur du parti au pouvoir, le président de la Cour constitutionnelle sort de son rôle et discrédite par avance toute décision qui pourrait être amenée à rendre sur les réformes l'institution qu'il préside. Même son de cloche au sein des différentes autres formations politiques. À la DI, par exemple, on estime que M. Aboudou Assouma démontre déjà qu'il ne donne pas les gages de la neutralité que l'on attend d'un président de cette institution hautement impliqué dans le processus électoral. C'est pour cette raison que l'ADI doute de sa capacité à assumer de manière impartiale les fonctions qui sont celles d'un président de la Cour constitutionnelle. Les organisations de la société civile ne sont pas restées en marge de cet avalage de relations. Parmi elles, on peut citer celle de la plateforme citoyenne Justice et Vérité et de la concentration nationale de la société civile au Togo. Cette organisation, pour leur part, estime que le président de la Cour constitutionnelle n'a pas les prérogatives pour décider de l'initiative ou non de ces réformes. La réaction la plus surprenante a été celle du chef de la délégation de l'Union européenne au Togo qui, grâce à un tweet, a estimé que la page des réformes ne saurait être tournée de cette façon. À seulement quelques mois de la prochaine présidentielle, la question des réformes est revenue sur le tapis à maintes reprises. L'État togolais pourra-t-il les effectuer avant les prochaines échéances présidentielles? La question reste posée. Mais quoi qu'on en dise, ces réformes demeurent cruciales pour beaucoup de Togolais. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre, chers confrères, cet élément qui faisait un récapitulatif un peu des dernières évolutions de ces sujets liés aux réformes. Idelphonse Akpaki, déjà, premier commentaire après avoir suivi ce reportage. Le président de la Cour constitutionnelle du Togo, M. Aboudou Assouma, a fait une sortie un peu scandaleuse. Une sortie qui n'est pas du goût à rassurer les Togolais. Une sortie qui, à mon sens, demande à ce que l'on revoie un tout petit peu la tête de cette institution qui aura son mot à dire dans les joutes électorales présidentielles de 2015. À mon sens, M. Aboudou Assouma a fait preuve d'une gravité, de légèreté, d'une amnésie volontaire. Et il n'y a qu'une bâtardise argumentaire et une faillite civique qui peuvent légitimer ces propos d'un président d'une si grande institution. Je ne trouve pas que ce dernier ait raison, pour la simple raison que les prélats et les pasteurs qui ont donné de la voix à travers une lettre pastorale sont des fils des citoyens, tout comme M. Aboudou Assouma. Voilà. C'est des autorités
qu'on peut qualifier de morale, autorité morale. C'est des leaders d'opinion parce que les églises qu'ils incarnent sont pour la plupart des institutions, elles aussi. Et donc, dire que les pasteurs et les évêques n'ont pas leur mot à dire, je ne suis pas du tout d'avis avec le président de la Cour constitutionnelle. Je l'ai dit tout à l'heure que dans les élections présidentielles à venir, la Cour constitutionnelle qu'il a l'autorité de présider devait jouer un rôle, voilà. Oui, un rôle de neutralité. Et sa position maintenant fausse tout le débat. Sa position fausse tout le débat. C'est l'impression que vous avez également, Monsieur Dominique? Pas évident. Je pense que mon confrère utilisait des gros mots, des mots un peu trop durs à l'endroit du président de la Cour constitutionnelle, notamment. Il est amnésique. Non, je pense que relativisons. Voilà. Et ce qu'il a dit aussi n'est pas aussi scandaleux que ça. Qui fixe les dates des échéances? Voilà. C'est la Cour constitutionnelle. Donc lui, il sait déjà que nous sommes à quelques pas du scrutin, voilà. Et qu'il y a une directive, un protocole de la CEDEAO qui interdit à tout État de procéder à des modifications constitutionnelles ou des tests qui ont trait aux élections et autres. Là. Mais s'il y a un consensus, c'est faisable. Oui, mais d'abord, il y a ce paramètre qui est réel, voilà. Qui est évident. Donc, face au fait qu'il sait que par rapport à la dernière élection présidentielle, la date, il sait, et il sait que nous sommes déjà au-delà. Proche de voilà. Proche de, donc, c'est en cela qu'il a dit ainsi. Peut-être que s'il avait peut-être continué en donnant les dates, en fixant les dates des élections, de l'élection présidentielle, voilà. Là peut-être mon confrère n'allait pas trouver ces mots aussi durs à son endroit. Je pense qu'on n'a pas, les partis politiques et tous ceux qui font du bruit autour de cette sortie, ils doivent quand même se demander si il a droit quand même de se prononcer ou pas. C'est un acteur, la Cour constitutionnelle, c'est un acteur majeur du processus électoral. C'est un acteur majeur du processus électoral. Oui, eh bien, on parle des réformes ici. Est-ce qu'elle a son mot à dire dans ces réformes? Mais justement, les réformes, les gens, tout le monde crie, surtout, si nous devons tenir compte de la sortie des églises, des trois églises qui disent que il faut d'abord faire les élections avant. Il faut d'abord faire les réformes avant les élections. Voilà. Alors que nous sommes déjà à quelques pas de ce scrutin. Voilà. Alors, faut-il, parce que j'ai écouté une idée qui dit on peut reporter, on n'a pas besoin, parce que élire un président de la République, c'est une institution très, très importante dans la République, et que penser qu'il faut procéder à quelqu'un report, je pense que quelque part, ça est raisonnable. Voilà. Encore que, mais après les élections présidentielles, on peut également organiser les réformes. Voilà. Le problème ne se pose pas. Oui. Si à l'issue de l'élection, c'est Jean-Pierre Favre qui gagnait, ou c'est Agbouebo qui gagnait, ce n'est pas exclu que ça soit Agbouebo. Effectivement. Donc, le problème ne se pose pas. Mais l'opposition pense qu'elle ne peut pas gagner les élections dans ces conditions. Elle pense qu'elle n'a pas les possibilités de gagner les conditions dans ces conditions. Je pense que c'est des faux fuyants. Voilà. Vous savez, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Voilà. Mais par contre, la CENI organise, supervise et proclame les résultats provisoires. Voilà. Alors, dans cette CENI, on retrouve les membres de l'opposition, notamment de l'ANC, du CAR et autres. Ils sont tous là, dans cette organisation. Alors, vous pensez qu'au lendemain du scrutin, s'il s'avère que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné, la CENI dont ils font membre va proclamer quelqu'un d'autre? Je ne pense pas. D'ailleurs, si nous prenons le cas du Sénégal, par exemple, la CENI, la Cour constitutionnelle, était aux ordres d'Abdoulaye Wade. Voilà. Mais pourtant, il n'a pas gagné. Mais le cas sénégalais est différent d'une autre. Mais non, ça n'a rien de différent. Mais c'est qu'ici, on a l'impression qu'on... Au Sénégal, par exemple, il y a une certaine alternance avec beaucoup de mandats. Ici, on a l'impression que... Je pense que l'opposition a elle-même des tares qu'elle devait réfléchir comment l'une de ses
c'est l'incapacité de désigner un candidat unique. Voilà. Et le fait même de se battre entre eux jusqu'à se retrouver dans la presse, dans la rue et autres là. Voilà. Déjà, c'est des réalités que nous vivons. Ce n'est pas moi qui en fabrique. Hein. Effectivement. C'est des faits réels. Voilà. Alors, si, au lieu de s'en tenir à cela, résoudre leurs problèmes internes et s'organiser pour aller au scrutin, ils sont là déjà à prédire la victoire de quelqu'un et l'échec de l'autre. Je pense que quelque part, ils ne sont pas quand même des charlatans. Effectivement. Puisque le jour du vote, les Togolais iront mettre leur bulletin de vote dans l'urne. Ouais. Et que c'est à l'issue d'un dépouillement public. Le dépouillement ne se fait pas dans un sous-sol. Le dépouillement, c'est le dépouillement public. Et que tous les Togolais ont accès au résultat du dépouillement. Donc je pense que le problème ne se pose pas. Il défonce. Maintenant, voilà, oui, peut-être je n'ai pas réagi par rapport à la sortie des évêques. Enfin, on reviendra sur cet aspect tout après. Mais nous allons permettre à Ildefonse de réagir par rapport à... Le confrère Dominique me dit que je traite le président de la Cour constitutionnelle d'amnésique. C'est un peu fort, hein, si ça a été dit, voilà, effectivement. J'ai dit qu'il a fait preuve d'une gravité, de légèreté et d'une amnésie volontaire. Il a fait preuve. Voilà. Et j'ai ajouté que cette sortie n'avait pas sa raison d'être. Et que, pris comme président d'une si grande institution, le président Abdou Assouma, pour ce qui concerne les scrutins à venir, n'avait pas, entre guillemets, le droit de s'ingérer dans les affaires politiques. Voilà. Parce qu'il est président d'une institution qui... Politique. Non. Qui doit normalement proclamer... Voilà. Non. Normalement proclamer sa neutralité. Parce que la mission première de la Cour constitutionnelle, c'est de veiller à la constitution, à la constitutionnalité des lois. Donc, l'équivoque est enlevé. Vous avez fait tout à l'heure. Non, j'arrive. Vous avez fait allusion. Vous avez fait allusion tout à l'heure au protocole additionnel. Vous l'avez cité, le protocole additionnel de la CEDEAO. Mais ce que vous avez oublié de signaler, c'est que l'article 3 de ce protocole dit ce qui suit. Les organes chargés des élections doivent être indépendants et ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme des 10 organes. Maintenant, l'article 2 dit ceci. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Donc, ce qui suppose que quand il y a consentement... D'une large... Quand il y a consentement, voilà, on peut aller. Et qui vous dit qu'il peut y avoir cette large... Donc vous êtes dans le secret. Donc vous êtes dans le secret. C'est possible. Mais vous êtes dans le secret des dirigeants togolais. Parce que jusqu'à preuve du contraire, non, soyons sérieux, jusqu'à preuve du contraire, la sortie de M. Abdou Assouma ne participe pas à l'apaisement du climat politique togolais. Non, mais c'est curieux. Moi, je ne trouve pas ça en quoi c'est vraiment scandaleux. Tu as dit tantôt que sa sortie laisse apparaître comme s'il prend fait cause pour une partie. Oui. Mais pourtant, pour les réformes, mais c'est les deux partis qui voulaient les réformes. Voilà. Mais la partie présidentielle également voulait. C'est d'ailleurs pour cela que quand le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Faye, allait voir le chef de l'État, il a instruit le gouvernement et le gouvernement a convoqué évidemment cette rencontre de ce dialogue qui a eu lieu. Qui nous a ramené après au Parlement. Mais oui, justement, parce que au cours de ce dialogue de Togo Télécom 2, l'opposition était arrivée avec une revendication non négociable, figée, c'est-à-dire comment on peut aller à une négociation, à un dialogue et dire que ces revendications sont non négociables, notamment la limitation de mandat avec effet immédiat. C'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'on empêche un candidat ou le probable candidat du parti uni de se présenter au prochain scrutin. Mais qui va à une négociation pour se donner le couteau pour s'égorger? Mais c'est pas normal. Alors si eux aussi
Ils avaient mis un peu du bémol dans leurs revendications. Voilà. Et qu'ils étaient d'accord, comme le CPDC Renouvelé l'avait fait. OK. Et d'ailleurs, comme dans la plupart du monde, vous vous rappelez, après les conférences nationales, la plupart des États qui ont opté pour la démocratie et n'ont plus compté le nombre d'années que le président en exercice a fait, mais la limitation de mandat était donc l'élément fondamental, mettre dans l'avenir. Oui, mais les grands juristes, même les grands juristes disent que ça devrait être avec effet immédiat. Mais les mêmes grands juristes aussi disent que ce n'est pas possible, puisque ce débat a eu lieu au Sénégal. Et au Sénégal, c'était comme ça. Certains juristes disent non, ça ne peut pas être d'application immédiate. D'autres disent, ici aussi, le professeur Kokoroko, la dernière fois, il a fait une sorte de vice-doyen de la faculté des droits, il l'a dit clairement. Alors bon, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que de tout temps, le cas d'espèce que l'opposition est en train de présenter ne s'est jamais produit. C'est-à-dire que aller là, on va avoir une négociation, on dit bon, limitation de mandat et l'autre ne doit plus se présenter, c'est pas possible. Voilà. Bien, défense. Bien, mais le débat est très enrichissant. Si il a un exemple ou un cas à souligner, bon, on est là. Le débat avec Dominique est très enrichissant. Mais vous avez soulevé tout à l'heure le problème de limitation de mandat en faisant allusion aux réformes. En face d'une loi constitutionnelle, considérée comme une loi générale, on ne parle pas de la rétroactivité. Mais il y a deux autres cas. Lorsque les politiques de l'opposition disent avec effet immédiat, ils savent que nos lois votées, promulguées, publiées dans le journal officiel, les juristes disent il faut un jour franc, c'est-à-dire 3 jours ordinaires pour que la loi rentre en vigueur. C'est 15 jours. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit avec effet immédiat, ce n'est pas parce qu'on l'a inventé. C'est la loi qui dit, une fois que j'ai été adopté, promulgué et publié, j'entre immédiatement. Mais les deux autres cas qu'il faut lever, c'est quand nous parlons de la loi, du principe de la loi plus douce, avec, ça c'est en matière pénale, là on peut parler de la rétroactivité de la loi. Et puis, on peut parler de la dérogation, c'est-à-dire que la loi introduite, et qui est introduite maintenant, doit dire, je prends effet à partir de telle année. Si tel n'est pas le cas, comme tu viens de le dire, avec l'article 59 de la Constitution togolaise, le chef de l'État lui-même, il le sait, parce qu'il a des conseillers juridiques qui lui diront, monsieur le chef de l'État, vous savez, une loi générale telle que la loi constitutionnelle togolaise, quand on la vote, quand on la promulgue et quand on la fait publier dans le journal officiel, elle prend immédiatement effet. Vous avez suivi le professeur Kokoroko? Non, mais il a bien expliqué. Il n'y a pas que... Non. Il a bien dit. Aujourd'hui, aucune loi ne peut prendre en compte les actions antécédentes. Oui, mais notamment le problème les deux mandats qu'il a fait. Cette loi ne peut jamais prendre en compte. C'est d'ailleurs pour cela l'opposition insistait à ce que la limitation de mandat soit écrite blanc sur blanc avec effet immédiat. Mais on a l'impression que les juristes nous induisent en erreur. Alors, qu'est-ce que la loi dit concrètement? Si par exemple... C'est pourquoi je dois demander à mon confrère de me citer un seul cas où il est arrivé que le chef de l'État, qui avait déjà fait certaines années, que lorsque on arrive à la limitation de mandat, et que ce chef de l'État, tout le monde applaudisse qu'il s'en aille. Oui, mais le cas ne s'est jamais posé. Vous prenez le Ghana à côté. Et Rollins avait fait plus de, je pense, 20 ans au pouvoir avant la conférence nationale. Mais après, il a fait ses 2 mandats. Vous prenez le cas de la Mozambique. Et Joachim Chissano, c'était la même chose. Il a fait les 2 mandats. Il est parti. Vous prenez le cas du Cap-Vert. Et d'autres cas encore font légion. On va permettre même le cas du Burkina Faso. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour cela que Blaise maintenant veut modifier la Constitution. L'article. C'est pour vous dire que, à moins que mon confrère puisse... c'est le Sénégal. Voilà, on va réagir rapidement. Et les juristes et les constitutionnels ont expliqué que ce n'est pas possible que la nouvelle Constitution, la loi, prenne en compte le mandat antécédent. Il a expliqué. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est allé
à ce scrutin seulement. Il a été battu. Alors pourquoi l'opposition ne croit pas ou ne pense pas qu'il faut aller et éventuellement ils peuvent gagner? Voilà. C'est possible. Sauf que si eux-mêmes ils traînent des tas, c'est ce que je le disais tantôt, si ils nous ont promis à l'issue de la rencontre de Nouvelle Star, j'ai écouté Maître Javanzeuse et d'autres gens ici, pour une fois, nous allons présenter aux Togolais un candidat unique de l'opposition. Voilà. Mais nous cherchons ce candidat en question depuis maintenant. C'est pas la question. Mais j'aurais souhaité que on va te permettre de réagir rapidement et puis on va revenir même sur cette polémique autour de ces réformes. Daniel, voilà. Une petite remarque. Voilà. Dis à Dominique de ne pas m'empêcher quand voilà, c'est ça. On va aller à tour de rôle. Voilà. On va y aller. Je ne comprends pas pourquoi en décembre 2002, quand il était question de modifier la constitution togolaise pour que Feu, le général Adéman, se représente encore, la loi, là, modifiée, a été applicable en même temps. Je ne comprends pas. Tu me demandes un exemple. Voilà un exemple que je te donne. Voilà un exemple que je te donne. Non. Puisqu'il était en fin de mandat. La loi était... Le mandat était limité. Donc tu voudrais qu'il fasse comment? Dominique, il va réagir. Qu'il retourne... Ildefonse, vous allez-y. Non. Dominique, on va permettre. Ildefonse, vous allez-y avec votre argumentation. Vous avez demandé un exemple. Je viens de donner un exemple. Dominique, vous aurez le temps de réagir. Je viens de vous donner un exemple. Je vous dis, pour ce qui concerne une loi générale, une loi constitutionnelle, quand vous la votez, vous la promulguez et que vous la faites diffuser dans le journal officiel, ça entre immédiatement en application. J'en reviens. C'est ce qui était à l'origine de la modification de la Constitution de 1992 en décembre 2002. Et personne n'a dit un mot. Je ne comprends pas pourquoi quand il est question de la limitation des mandats qui a été unilatéralement modifiée par la Chambre d'enregistrement RPT à l'époque, qu'on pose aujourd'hui un problème. Je ne comprends pas pourquoi. Vous me parlez de M. Kokoroko, oui, mais le pouvoir a violé des textes, des lois dans ce pays. Où était M. Kokoroko pour interpréter cette violation? Il faut donc se poser la question de savoir dans quelles conditions le professeur Kokoroko est sorti. C'était une arme au poing. Quelles sont ces conditions-là dans lesquelles il a pu interpréter? Vous parlez de M. Kokoroko, vous ne parlez pas du professeur Oulou, qui a répliqué, qui a recadré M. Kokoroko. Non, c'est un faux débat. Je dis que la sortie du président de la Cour constitutionnelle est malencontreuse parce que il faut que les Togolais se parlent. L'erreur a été commise par le chef de l'État. Ils se sont parlé il n'y a pas longtemps. Dominique, vous aurez le temps de réagir, s'il vous plaît. La première erreur a été commise par le chef de l'État. Il faut avoir le courage de le dire. L'accord politique global, qui reste aujourd'hui le seul compromis politique, n'a pas inscrit en son sein que les réformes se fassent à l'Assemblée nationale. Pas du tout. Je l'ai parcouru de long en large, pas du tout. Mais le chef de l'État a faussé le débat dès lors qu'il a dit que les réformes se feront au Parlement. Non. Tout le monde sait qu'au Parlement, c'est la loi de la majorité qui règne. La preuve, c'est que moi, ce qui me fait aujourd'hui honte quand je sors du Togo, c'est que nous avons un gouvernement qui prend sur lui de faire les réformes, qui nomme un premier ministre conformément à l'article 65 ou bien de la Constitution, qui expose dans son discours de politique générale un certain nombre de réformes à opérer. Et plus encore, le livre blanc dans lequel il a été repris ces réformes. Mais que ce gouvernement qui a la majorité au Parlement envoie des réformes, un projet de loi au Parlement, et que c'est sa majorité même. Mais non, mais ça c'est une honte, c'est de l'ignominie. Je serai à la place. Au fait, la conclusion qui découle de cela, c'est que soit le gouvernement devait démissionner parce qu'il y a eu un affront des parlementaires de sa majorité, ou alors c'est le président de la République qui dépose une motion de censure et qui dissout
le Parlement. Parce que dans la politique, dans son discours de politique générale, que les mêmes députés unis ont accepté, se trouvent les réformes. Voilà. Pourquoi il se pose aujourd'hui un problème? Il faut avoir honte pour dire aujourd'hui... Non, je vous donne le temps. Il faut avoir honte pour dire aujourd'hui que ce que M. Abdou Assouma aussi a ajouté, contrairement à la sortie, vous venez de le dire tout à l'heure, du chef de délégation de l'Union européenne, il faut avoir honte de concevoir cela. Voilà. Dominique Réasson maintenant. C'est dommage que mon confrère, je ne sais pas si je ne peux appeler ça amalgame, ou peut-être il est désorienté par certains juristes, notamment lorsqu'il parle de la modification en 2002 de la Constitution pour permettre, pour sauter le verrou de limitation de mandat, que ça a été d'application immédiate. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut expliquer par là. L'application immédiate, ça veut dire que il s'en a pris en compte ces deux mandats effectués avant. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Puisque l'opposition dit l'application immédiate, c'est que les deux mandats effectués doivent compter. Alors que quand le général Yadema avait modifié la Constitution, mais c'était la même chose également. On n'a pas compté les deux mandats là. Donc il a repris commencé une nouvelle Constitution. Et puis je vais vous faire une remarque. Vous savez au Bénin ce qui s'est passé en tout temps. Et quand Yahi Boni voulait... La Constitution béninoise a toujours un problème. C'est que dans la Constitution, il n'est pas inscrit la mise en place de la Cour des comptes. Or, c'est une exigence de l'UEMOA. Maintenant, quand Yahi Boni a voulu franchir le pas, il dit, bon, maintenant, il faut le faire, il faut recadrer certains articles de la Constitution. Quand bien même il ne touchait pas la limitation de mandat et l'âge de limite pour postuler. Mais les Béninois ont dit non. Et vous savez pourquoi? Les constitutionnalistes disent non. Mais s'ils changent la constitution, ça veut dire qu'on tombe dans une nouvelle république. Alors quand on tombe dans une nouvelle république, ça veut dire qu'il peut se présenter. Et c'est ce que les Béninois, c'est ce piège les Béninois ont vu. Ils ont crié, ils ont fait du bruit autour. Si vous n'êtes pas informé, vous pouvez demander. Maintenant, dans ce cas, revenons à ce que le président de la Cour constitutionnelle a dit. Moi, jusqu'à présent, dans ta démonstration, tu n'arrives pas à dire qu'est-ce qu'il a dit de si scandaleux. Oui, mais le fait déjà de se prononcer en tant qu'une institution. Il y a les églises. Voilà. Non, les églises ont... Il ne s'est pas réveillé un bon matin. Voilà. Et il s'est débarbouillé. Dominique, il appelle un journaliste. Il parle non. Le président de la Cour constitutionnelle a le droit moral d'impartialité. Mais c'est ça. C'est au nom de cette impact. Puisque quand on parle de dialogue ou de discussion, ça concerne les deux parties. Est-ce que l'UNIL vous a dit qu'eux n'aiment pas le dialogue? Mais sinon, ils ne devaient pas avoir le dialogue de Togo Télécom 2. Convoqué par le président de l'UNI. C'est lui qui a su son institution que le gouvernement... oui, c'est le président Fouad Assigbe qui a instruit le gouvernement pour relancer ce dialogue. Je dis c'est pas vrai. Après, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Oui, j'ai dit l'autre, il est allé le voir. Mais pourquoi il est allé le voir? On va parler. Il aurait pu lui-même aller faire du son dialogue. C'est pas possible, vous savez. Mais justement, donc, quand il est allé voir le président de la République, qui est également ouvert au dialogue, il n'a pas trouvé d'inconvénient. Maintenant, il se retrouve... On a l'impression que c'est un dialogue mis en place pour ne pas... Moi, ce que je voudrais expliquer à mon confrère, c'est que le président de la Cour constitutionnelle n'a pas pris fait et cause pour un regroupement, pour un groupe de partis politiques. Non. Il a donné son avis sur une situation réelle qui est liée au protocole de la CEDEAO qui demande... Donc, c'est sur ça il s'est basé. Mais cela ne voudrait pas dire qu'après les élections, on ne peut pas aller. D'ailleurs, lorsque nous prenons ces réformes en question, quelle institution est impactée par les réformes? C'est la Cour constitutionnelle. La CENI est déjà... C'est le code électoral qui met en place la CENI. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une CENI consensuelle. Une CENI dont tout le monde a appelé, dont mon ami Akpaki. Alors, moi, je ne crois pas. Et c'est cette CENI qui organise, qui supervise, qui proclame les résultats provisoires. Voilà. Alors, faut-il rester là, tourner en rond? Non, on peut le faire juste après les élections. Effectivement. Oui, le gagnant de ces élections. Quand on parle de réforme, il y a tellement de choses à faire. Oui, mais justement, puisque nous sommes limités, nous sommes pris par le temps. Voilà. Alors, lorsqu'on parle d'une élection présidentielle, c'est une élection majeure dans une nation. Voilà. Et qu'on ne peut pas s'amuser
à vouloir repousser. Et celui qui repousse, on peut interpréter comme si il a envie tellement, il ne veut pas partir. Donc, il veut... Vous prenez certaines associations, dont certains même viennent crier sur les médias, limitation de... Après leur mandat, au lieu d'organiser l'AG pour partir, mais ils s'accrochent. Ils font l'AG peut-être 1 an après ou 2 ans après. Non, je pense qu'ici, les réformes peuvent s'opérer après. Je dis, les réformes peuvent s'opérer après le scrutin. Voilà. Puisque nous sommes un peu pris par le temps, respectons ne serait-ce que la date limite pour aller aux élections. Aujourd'hui, que tous les acteurs se concentrent sur le scrutin. Allez-y rapidement. Au lieu de rester là. C'est pourquoi je dis, j'ai l'impression que... Dominique, c'est bon. Lui, il a suffisamment parlé. Non, vous avez également suffisamment parlé. J'ai l'impression que des faux fiants, avec leur propre lacune état qui traîne derrière, ils créent des... Imagine-toi juste la sortie d'Assoumane et tout le monde organise une conférence de presse. Voilà, on va rapidement. C'est scandaleux. Ok. On y va rapidement. Dominique, ils ont raison. Bon, Monsieur puisque Assoumane... tu es avec eux souvent. Non. On va se respecter, on va rester... Non, ils ont raison. Pour la simple raison que Monsieur Assoumane n'est pas le signataire de l'accord politique global. C'est Monsieur Faure Gnassingbé qui a apposé. Donc il n'y a que lui qui peut parler. Oui. C'est grave. Oui. Non. Oui. Donc Jean-Pierre Faure non plus ne doit pas parler. Mais qui est-ce qui a signé? Il avait signé au nom de l'IFC, maintenant il est dans l'ANC. Oui, mais c'est deux. Donc il ne doit pas parler. Non, mais c'est non, deux. Je pense que ne créons pas des histoires là où il n'y en a pas. C'est ce que moi je dis. Moi, si c'est comme le président de la Cour conseil avait dit des choses inadmissibles, là on peut tous réagir. Si c'est apparemment c'est ça. Allons aux élections. Dominique, c'est apparemment inadmissible parce que si le président même de la délégation de l'Union européenne réagit par rapport à ce propos, ça veut dire que c'est inadmissible. Attends, ce qu'il a dit, il a raison. Peut-être qu'il veut dire... il va dans le même sens que... Peut-être qu'il veut dire qu'après les élections, on peut aller... Non. Le dialogue est permanent. Non, moi, voilà. Non, Dominique, je pense qu'il faut faire preuve d'honnêteté en aidant... Vous pensez qu'on n'a pas évolué depuis... Dominique, on va parler à tour de l'APG. Dominique, on va parler. Voilà. Okay. Allez-y, Alphonse. Je pense qu'il faut aider M. Faure Gnassingbé à sortir par la grande porte. Le président ou c'est monsieur, je ne sais pas, vous parlez de le président Faure Gnassingbé. Je parle du chef de l'État. D'accord. Il faut l'aider à sortir par la grande porte. Je vous dis, un accord, ça se respecte. Et je vous précise que M. Assoumane n'a pas posé sa signature au bas de l'accord politique global pour qu'il dise aujourd'hui que la page est fermée. Ce que dit le chef de la délégation de l'Union européenne n'est pas en déphasage avec ce que les évêques ont dit. Les évêques considérés aujourd'hui comme des autorités morales, mais peuvent prendre position, des positions qui leur permettront de dire ou bien de se prononcer sur le respect du bien commun. Mais ils n'ont pas dit aller aux élections, ou bien, contrairement à ce que les évêques de la RDC ont dit à Kabila, non, on ne touche pas à la Constitution. Les évêques togolais n'ont pas dit ça. Les évêques togolais ont dit, mais il faut créer un cadre là qui permettra aux fils et aux filles togolais de se comprendre avant d'aller aux élections pour aplanir un certain nombre de divergences, pour qu'au terme des élections de 2015, qu'il n'y a plus ces violences que nous avons l'habitude d'enregistrer. Depuis 2005, 2007, on n'en a plus. 2005. Je dis depuis 2007, on n'en a pas eu. Oui, mais il faut éviter. Sauf que si vous voulez que ça se répète. Et maintenant, je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, quand les évêques et les pasteurs sortent de leur mutisme pour dire que ça ne va pas, on trouve qu'ils n'ont pas raison. Je ne comprends pas pourquoi on a placé à la tête de la CVJR un évêque. Je peux parler maintenant? Non, attendez. Je ne comprends pas pourquoi. Si aujourd'hui on interdit aux évêques et aux pasteurs de ne pas donner leur avis sur des questions d'intérêt national, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les pasteurs et les évêques qui, au-delà même de leur titre d'autorité morale, sont des citoyens qui ont des droits civils, qui
Mais non, mais soyons sérieux. Voilà, on y va Dominique rapidement. Oui, c'est curieux que mon confrère applaudisse la sortie des évêques parce qu'il aurait pu s'interroger qu'est-ce que ces religieux viennent chercher dans un processus électoral. Puisque leur sortie est pratiquement en déphasage au mouvement d'ensemble actuellement. Comment notamment voilà, les acteurs politiques, ceux qui sont concernés par le scrutin, ont envoyé les noms de leurs représentants à la CENI. Ça veut dire qu'ils adhèrent au processus en cours. Voilà. Alors ça voudrait dire que s'ils adhèrent, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Donc c'est eux qui sont concernés, les acteurs politiques qui sont concernés par le processus électoral. Alors si eux, ils ont trouvé normal de rester dans le mouvement, alors je ne vois pas qu'est-ce que les évêques ont à dire que pourquoi vous allez attendre là et que il faut faire les réformes d'abord. Non, c'est comme si c'est ces religieux-là qui veulent aller aux élections et non les acteurs concernés. Oui, et Dominique soulève un point très important. Oui. On a eu l'impression à un certain moment que l'opposition se complaisait dans cette situation, aller à ces élections même sans réforme après la constitution de la CENI. Il a fallu peut-être encore les réveiller. C'est l'impression qu'on a eu à un certain moment. Non. Je pense que vous avez l'habitude de suivre les manifestations du CST ou au cours desquelles les responsables ne cessent de marteler qu'il faut retourner aux réformes. Il faut chaque fois retourner aux réformes. Et pris comme tel, je ne conçois pas que ces acteurs politiques de l'opposition ont tort. Non, ils ne se sont pas tus. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on nous dit que les évêques, c'est comme si les évêques et les pasteurs, c'est eux qui vont prendre part aux élections. Parce qu'ils ont dit aujourd'hui que ce que vous avez signé comme accord, il faut le respecter. C'est tout ce que la lettre pastorale dit. Voilà. On dit, il faut faire les réformes. Effectivement. Pour aplanir les divergences. Voilà. Pour qu'il y ait la paix après. Mais je ne trouve pas qu'il y a problème dans ce genre de choses. Ouais. Mais ce que je ne comprends pas quand j'entends le confrère Dominique, mais vous vous rappelez de cette association caritative qu'on appelle Saint-Égidio? Voilà. De Rome, non? Quel est le rôle de cette association caritative? Si ce n'est d'amener les acteurs politiques à s'entendre sur un certain nombre de questions qui, demain, ne seront pas un fâcheux précédent pour les populations. Et puis, j'ajoute que les évêques et les pasteurs n'ont aucune ambition. Aucune ambition de conservation ni d'exercice du pouvoir politique. Je sais que leur première mission, c'est de satisfaire les exigences spirituelles et sociales de leurs fidèles et de les emmener sur le chemin du salut. Mais aujourd'hui, vous voulez que l'Église se taise sur un certain nombre d'injustices. Aujourd'hui, ceux qui sont appelés à pacifier les cœurs après les troubles, après les guerres, ce sont ces évêques, ce sont ces pasteurs. C'est ce que, à mon avis, les évêques et les pasteurs togolais ne voudraient pas pour le Togo. C'est pourquoi ils tirent la sonnette d'alarme en insistant sur le fait que ce que vous avez signé comme accord, il faut le respecter. Voilà. Le sujet est tellement intéressant, tellement bleu. Rapidement, à moins de 2 minutes pour pouvoir avancer un peu dans le débat. Il a dit quelque chose de très intéressant, que les religieux, leur rôle fondamental, c'est d'amener les fidèles à croire en Dieu. Et dans ce cas d'espèce, dans leur église, il n'y a pas de parti, il n'y a pas qu'un seul parti. Tout le monde se retrouve, que tu sois de l'autre ou d'un ou de l'autre parti, tout le monde va à l'église. Quand on va à l'église, on ne va pas avec l'étiquette d'un quelconque parti politique. Mais lorsqu'on sort de l'église, là, on peut faire la politique. Maintenant, dans ce cas d'espèce, si c'est que l'opposition refusait d'envoyer ses membres à la CENI, où il y avait un blocage quelque part, là, peut-être leur sortie, ils peuvent sortir pour interpeller les uns et les autres à s'unir pour qu'on aille bien dans ce processus. Lorsque l'opposition
était allé au dialogue de Togo Télécom 2 avec une exigence non négociable, mais ces autorités religieuses auraient pu également appeler l'opposition à mettre de l'eau dans son vin. Ça a été fait avec... Parce que ça n'a pas été fait. Non, avec Monseigneur Bariga, j'ai eu à couvrir ces justement, c'est Monseigneur Bariga qui a réagi. Bah, il représente les religieux. Non. On parle de l'église catholique, l'église évangélique et l'église méthodiste. Donc, ce n'est pas... Ils ont parlé, le communiqué qu'ils ont signé conjointement, ils avaient donné tous la confiance au Monseigneur. Et raisonnable et pour dire que si vous vous rappelez à la veille aussi des législatives, les évêques également, et là c'était les évêques qui avaient sorti un communiqué qu'il faut vraiment un dialogue, sinon les élections auront... Mais c'est grâce à eux même qu'on a pu aller à ces législatives. Oui, c'est leur rôle, mais on est allé à ces élections. Je pense que leur communiqué aurait pu appeler le peuple togolais à la prière, à ce que le processus suivre son cours normal, sans qu'il y ait de fusion de sang. C'est fondamental. Je suis un croyant et que j'aurais dû, le dimanche, me rendre dans une église et prier en transpirant comme un lépreux pour demander à Dieu, en communion avec nos responsables religieux, que Dieu intercède à ce que tout se passe. Parce que depuis 2007, il n'y a plus aucune élection n'a produit de violence où il y a eu des effusions de sang. Non, il n'y en a pas eu. Et nous devons rester dans la dynamique. Nous devons toujours prier que cela se passe ainsi. Et c'est le rôle. On va rester dans la dynamique. On va rester dans la dynamique. Rentrer dans des préjugés ou bien dans des situations pas aussi... On va fermer cette page. Leur église était partisan d'un parti politique. Daniel. Oui. Non, c'est fini. Daniel, un dernier mot. Voilà. Là, moi aussi, je vais réagir. Vous allez réagir. Vous savez ce que les gens disent de Monseigneur Nicodème Bariga au sujet des recommandations de la CVGR? On a toujours pointé l'Église catholique. Mais pourquoi vous ne voulez pas, quand Daniel a dit tout à l'heure que Monseigneur Bariga a fait ceci, vous dites qu'il ne représente pas l'Église? Oui, mais faites vous n'avez pas compris. J'ai bien dit qu'au cours du dialogue Togo Télécom 2, c'était lui qui est intervenu pour dire à l'opposition, non, vous filez le mauvais coton, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Or, j'aurais souhaité que ce soit les trois églises en question qui signent un communiqué pour demander... Ils ont cautionné, toutes les églises ont cautionné l'intervention. Monseigneur Bariga a été le président de CVGR, il a conduit le processus, ça s'arrête là. Voilà, le sujet est tellement intéressant. Dans certaines situations, la dernière fois, au cours du dialogue de Togo, on l'a invité. Voilà. Et c'est jouer le rôle de médiateur. Dominique et Delphonse, on va fermer cette page. Le sujet est très intéressant. Peut-être je vais vous inviter la semaine prochaine. On va revenir encore sur cet aspect de la chose pour revenir un peu plus en profondeur. Je vais vous permettre d'avancer dans le débat avec ce sujet. Nous avons assisté la semaine dernière au lancement du mois du civisme, mois placé sous le thème citoyenneté active et responsable pour un Togo prospère. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'on met dans tout cela? Nous allons le découvrir dans ce reportage et tout juste avec les confrères. On reviendra pour en parler. C'est sous les airs de l'hymne national qu'a été officiellement lancé le mois du civisme et de la citoyenneté au Togo. Une initiative des ministères de l'enseignement primaire et secondaire et celui de la formation civique pour implanter ces valeurs dans notre pays. Aujourd'hui, tout le monde se plaint du délitement ou de la crise des valeurs civiques et citoyennes dans notre pays. Dans la recherche des causes, on est facilement enclin à accuser les autres. Mais combien sommes-nous à nous interroger sur notre propre responsabilité face aux écarts de comportement que nous relevons quotidiennement? Il en est de même dans la recherche des solutions. Nous attendons souvent qu'elles viennent des autres. Nous attendons des solutions miracles du gouvernement. Certes, en adoptant la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté et en veillant à sa mise en œuvre, le gouvernement s'engage à combattre les différentes sources de dérives comportementales, d'incivisme et de déficit de citoyenneté. Mais nous devons être conscients que ce combat est l'affaire de tous. Pendant ce mois d'octobre, plusieurs activités sont prévues pour marquer cette célébration.
Des actions qui vont se poursuivre tout au long de l'année pour véritablement mettre en place la politique nationale de la formation civique et de l'éducation citoyenne. Dans cette perspective, l'éducation civique est bien inscrite depuis quelques années dans le programme de formation des formateurs des écoles normales d'instituteurs et de professeurs. Le chef de l'État aussi donne des instructions pour que soit rendu obligatoire, dès cette rentrée 2014-2015, l'enseignement de l'éducation civique et morale, dont les nouveaux contenus pédagogiques seront bien à la disposition des enseignants. Par la même occasion, le chef d'État donne des instructions pour rendre obligatoire la montée des couleurs et l'exécution de l'hymne national dans tous nos établissements d'enseignement. À partir du 1er novembre 2014, il sera institué sur toute l'étendue du territoire une journée Togo propre qui aura lieu chaque premier samedi du mois. Cette cérémonie de lancement officiel a été également le lieu de remettre des manuels d'éducation civique et morale aux directeurs régionaux de l'éducation. Notons que le thème de cette première édition est « Citoyens actifs et responsables pour un Togo prospère ». Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Le Point et nous recevons Dominique Alezo, directeur de publication du journal Chronique de la Semaine, et Ildefonse Apaké, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Les chers confrères, il fallait une journée comme celle-là, un mois comme celui-là, consacré au civisme, parce que quand nous sortons à Lomé, nous avons l'impression que l'incivisme a pris des proportions inquiétantes. Ildefonse Apaké. Oui. Il y a un adage qui dit que les peuples sont à l'image de leurs dirigeants. Et au-delà de ça, un autre adage qui dit qu'une éducation réussie est garantie par l'exemplarité des dirigeants qui servent de modèle pour les citoyens. Pris sur cet angle, si aujourd'hui les premiers dirigeants togolais se rendent compte qu'il y a l'incivisme qui prend des proportions au Togo, l'exemple doit venir d'eux. Je suis très malheureux de voir le Premier ministre parler de civisme pour susciter la conscience collective quand lui-même il prend 1 heure de temps pour assister. Il fait 1 heure de retard pour assister à une cérémonie telle que ça. On nous parle de civisme. Le civisme, venant des premiers dirigeants du Togo, ça me choque un tout petit peu. Quand le respect de la parole donnée est devenu la chose, le non-respect de la parole donnée est devenu la chose la mieux partagée au Togo. Parce que on promet et on ne fait pas. Ça, c'est aussi le civisme. Quand le Premier ministre fait des promesses aux enseignants, il les dribble, les tourne en bourrique, ça, c'est aussi le civisme. Quand l'Assemblée nationale avec les enseignants, c'est réglé. Viole allègrement le statut en renvoyant les députés, en levant l'immunité des députés comme cela se doit. Ça aussi, c'est le civisme. Quand dans un pays, la loi demande à ce que les ressources que regorge le pays soient équitablement distribuées et qu'on nous parle de ce que c'est une minorité qui s'en accapare, ça aussi c'est le civisme. Quand dans l'administration on a fait de la surfacturation le mode de fonctionnement, il faut relever tout ça là et les corriger avant qu'on ne demande à la population. Voilà pourquoi je dis que les peuples sont à l'image de leurs dirigeants. Il faut qu'ils corrigent ça là au sommet de l'État d'abord avant de demander aux populations de faire ce qu'il y a lieu de faire. Allez-y. Ouais, mon confrère est un peu poétique. Il est poétique. Il pouvait écrire un véritable poème. Pour peut-être contribuer aussi à l'incivisme qui règne dans nos milieux. Mais pour dire que c'est vraiment dommage qu'il y a un phénomène réel. Mais il ne s'est pas intéressé à cela. Mais il s'intéresse à des histoires dont je ne sais pas, lui-même parfois même, il se perd en conjecture. Quand il dit que quand on promet aux enseignants, on ne le fait pas. Mais les enseignants ont été payés. Leurs promesses, le Premier ministre a tenu. Et ça n'a rien à voir avec l'incivisme. Ah bon? Mais en quoi c'est... Le gouvernement, le chef du gouvernement leur a promis que quand les ressources seront disponibles, vous serez servis. Et les ressources ont été disponibles et il les a servis. Vous pensez que c'est de l'incivisme? Le 7. Hein? Le 7? Oui. Non.
Mais que ce soit le 8 ou le 9, quel est en quoi cela montre que c'est de l'incivisme? Mais il a bien dit qu'il y aurait les ressources. Voilà. Puisqu'on leur a expliqué, on paie les salaires, on paie les pensions et on vous règle. Et c'est ce qui a été fait. En quoi, qu'est-ce que l'incivisme vient chercher? Vous pensez que c'est mieux que lorsque un demi-diable viole? Voilà, effectivement, c'est cet aspect qui est et quand tu veux parler, il t'insulte. Vous pensez que ça a un rapport avec? C'est-à-dire que le chef de l'État, le chef du gouvernement, qui promet, en leur expliquant la situation, et qu'effectivement, peut-être 1 jour, 2 jours de plus, ça se fait. Et quand tu sors dans la rue, ou bien un Zémidia, il vient te cogne, et quand tu veux soulever ta tête, il t'insulte. C'est ça? Est-ce que tu as C'est ça l'image? Le parallèle que tu veux faire. On en parlait tout à l'heure. C'est Dominique. Vous savez, moi je pense que il faut un peu traverser la frontière de l'autre côté du Ghana pour voir comment les gens sont réglo, sont pointueux sur certaines choses. C'est-à-dire que tu ne verras personne manger de la banane et jeter le fruit dans l'eau, ou bien boire de pure water et jeter le plastique par terre. Mais ça aussi, c'est parce que le gouvernement, le chef du gouvernement a promis et qu'il ne l'a pas fait, que quelqu'un va manger. Qui te dit qu'au Ghana, le Ghana n'a pas de problèmes sociaux? Mais les médecins ont fait une grève de plus de 6 mois, s'il te plaît. Un journaliste, c'est quelqu'un qui n'est pas confiné dans son monde. Il faut vraiment t'informer pour savoir ce qui se passe. Ça dit que ne prenons pas les problèmes réels de la nation, les problèmes sociaux, le problème de la gouvernance, pour comparer au civisme, aux bêtises de l'homme. Oui, mais même si l'État met de l'argent, on fait une très bonne route. Et que, parce que chacun fait ce qu'il veut, alors il mange des choses, ou bien il prend les ordures dans sa maison, il vient déverser sur la route. Tu vas applaudir parce qu'on sommet. Et on a promis de payer, on n'a pas fait. Parce qu'il peut le faire. Et il défend ce que Dominique dit. Ce qu'il défend, c'est que notre confrère Eliseu soulève, c'est un problème aussi très important. C'est pas parce que peut-être les autorités ne respectent pas certaines choses que la population devrait se comporter aussi. Il a parlé des infrastructures routières, il a parlé de violation des feux de la route, il a parlé de plein d'autres choses, des comportements civiques qu'on a l'habitude de constater dans la route. Mais on peut... Non, je n'ai pas fini. Non, vous en viendrez. Et on continue avec... je voudrais faire cette remarque. Ce système qui a régenté le Togo il y a 50 ans a été le même. C'est les mêmes hommes. Si aujourd'hui on trouve après il y a des malades toujours vivants. Ce que tu as bien dit, c'est les mêmes hommes. Le système demeure, c'est le même système avec les mêmes hommes, je le dis. Si aujourd'hui le gouvernement ou bien le pouvoir trouve qu'il y a perversion dans tous les domaines, je dis que les peuples sont à l'image de leurs dirigeants. Qu'est-ce qui leur empêche quand ça a commencé de mettre fin à ça? Je me rappelle dans le temps, pour ce qui concerne l'hygiène, il y avait les agents du service d'hygiène qui circulaient dans les maisons. L'établissement scolaire. Mais qu'est-ce qui a fait arrêter ça? C'est les populations qui ont fait arrêter ça là. Quand vous me parlez du Ghana, on ne peut pas comparer le Ghana au Togo. C'est parce que les premiers dirigeants ghanéens ont une culture. Voilà. Qu'ils ont inculqué aux populations. C'est pourquoi les bêtises que nous remarquons aujourd'hui dans nos villes ne sont pas celles qui se déroulent au Ghana. L'éducation, ce n'est pas... On ne commence pas... L'éducation, Dominique, vous aurez le temps de réagir. C'est le bas âge. Et c'est ce que le Premier ministre a dit. Dominique, que les enfants... Vous allez réagir, Dominique. Puissent apprendre certaines valeurs. C'est de ça qu'on parle, s'il te plaît. Dominique. C'est toi qui allais penser qu'au sommet... Dominique. Et donc, Dominique, gardez votre argumentation. Vous aurez le temps de la développer, s'il vous plaît. Bon exemple. Vous voyez comment les manifestants de l'opposition sont gazés, sont traités. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis quand on a attiré sur un gars là, comment la police de cet État a réagi. Vous-même, vous ne l'avez pas vu. Je suis sûr que si les forces de l'ordre de sécurité qui ont la charge de la sécurité et de la protection civile faisaient leur droit comme cela se devait, les gens n'allaient pas violer les feux. Parce qu'ils seront postés et ils auront à régler comme cela se doit la circulation. Point n'aura besoin de voir ces gens
de motocyclistes ou bien de Zémidjan récalcitrants. C'est mieux que d'aller tirer sur les manifestants dans les églises, comme cela a été le cas le 12 ou bien le 13 juin. Non, je suis sérieux quand je parle de ça. Parce que vous m'avez parlé de l'hygiène et je vous ai apporté la réponse qu'il faut. Où sont partis les agents de service d'hygiène qui circulaient dans les maisons, dans les rues? Où sont-ils? Voilà. Est-ce que ça, c'est encore la faute des populations? Dominique ça relève de la compétence de l'autorité. Voilà pourquoi je te répète que les peuples sont à l'image de leurs dirigeants. Il faut d'abord que les dirigeants corrigent leur tard. Oui, mais on pourrait quand même appeler ce peuple aussi à changer, à Ildefonse. Oui, mais nous, en tant que journalistes, on a ce rôle aussi de sensibiliser, même si déjà la tête, on a des choses à reprocher. Non, je vais te dire, quand on te dit qu'un poisson est pourri, le poisson est pourri, il faut aller voir ses bronches. Ce sont ces bronches qui font que le poisson est pourri. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais. On va aller à l'Asie maintenant. Je pense qu'à t'écouter, si ceux qui violent, qui déconnent l'envie de t'écouter, ils vont applaudir. Non, voilà des agents de sécurité. Un individu qui nous ressemble. Non, c'est vrai. Parce que vous trouvez normal que quelqu'un puisse violer, créer un accident, qui puisse avoir des morts et des blessés. Pour toi, c'est parce qu'au sommet, on devait payer les enseignants. Le 7 ans, on l'a fait le 8. Je ne dis plus ça. Je reviens sur ça. C'est l'exemple qui m'a vraiment... Je ne dis plus ça. Je parle du sujet qu'on ferait, je vous en prie. On va mettre bas la terre. J'ai parlé des forces de sécurité. On va mettre bas la terre. Non, maintenant on va mettre bas la terre. Il faut vous aurez le temps de réagir. Dominique, allez-y. Bon. Il a parlé des agents d'hygiène qui circulent. Oui, où sont-ils? Justement, est-ce qu'en tant que journaliste, tu as fait un petit tour pour demander pourquoi? Justement, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Tu sais ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quand les agents, à l'époque, on appelait Tanga Cito, oui, justement, je parlais, oui. Mais après le mouvement démocratique, non, laisse tomber. Et que les gens allaient... Mais vous allez voir des gens sortir l'autre du Puisard dans une rue, ils interviennent, ils disent, revenez, vous allez voir, on va vous botter le cul. Mais Daniel, voilà. Dis-lui, la responsabilité de l'État dans tout ça. On aura le temps. Avec des gens comme toi, qui pensent que, puisqu'on sommet, il y a des problèmes, alors, à la base, l'autre doit faire ce qu'il veut. Je ne dis pas. Non, il ne faut pas dénaturer ma pensée. Il ne faut surtout pas dénaturer. Non, je ne vais pas le laisser. Je vais vous permettre de calmer. Je lui dis, il faut qu'il comprenne. Vous aurez le temps de réagir. Non, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne une fois pour de bon. Et je lui dis qu'il comprenne. Je dis et je répète, ces propos m'engagent. Je dis, il faut que le sommet donne le bon exemple. Mais vous revenez sur le truc des enseignants. C'est ça, le seul alibi. Je dis poster. Je dis oui, je l'assume. Je dis poster les agents de sécurité pour qu'ils réglementent la circulation. Mais ils sont là. Vous parlez. Ils sont là. Voilà. Mais pourquoi même ces émigrants veulent je vais vous proposer d'avancer dans le débat. Dominique, on va avancer dans le débat. Ça veut dire que l'État a démissionné. Dominique, il faut cultiver, il faut apprendre les gens à maîtriser certaines valeurs. Dominique, non, désolé. Je vous en prie, on va mettre la balle à terre parce que les gens nous suivent à la maison. Il faut qu'on essaye de parler à tour de rôle. Je suis désolé. Non, écoutez, on va parler à tour de rôle. On n'a plus pratiquement de temps. Nous allons réagir rapidement à tour de rôle. On se respecte pour qu'on puisse nous entendre à la maison. Donc, Dominique, vous réagissez et Delphonse, vous aurez le temps de revenir sur ces propos. Parce que vous avez l'impression qu'il dénature vos propos. Il faut surtout pas qu'il dénature mes propos. Démocratique, le Togolais était réglo. C'est pointu sur certaines valeurs. Voilà. Et là, le mouvement est arrivé et on a fait croire aux gens que la démocratie, c'est que tu dois faire ce que tu veux. Le vandalisme, voilà. n'est pas synonyme de vandalisme. Par exemple, quand tu donnes un exemple que parce qu'on a tiré un gaz qui est tombé dans l'église, alors le Zémidjan peut violer le feu tricolore. Non, tu vois. Oui, mais moi, je n'ai pas dit ça. Alors, moi, je dis que... Moi, je n'ai pas dit ça. Citer un cas. Je ne sais pas si vous sortez souvent. Vous allez à Bamako. Voilà. Mais Bamako, c'est l'une des villes les plus sales. Mais les plastiques, les pure water, c'est au bord de la route, partout. Vous allez m'applaudir, vous allez dire c'est parce que là-bas, il n'y a pas eu alternance.
que c'est pourquoi la ville est vraiment ça comme ça. Moi, je l'ai pas. Non, vous avez dit qu'au Togo, c'est le même système, c'est les mêmes hommes. Et je t'ai dit que Feu Yassi Beyadema n'est plus. Peut-être tu l'avais oublié, tu pensais qu'il est encore président. Non. Alors c'est pour te dire et te recadrer que je pense qu'il faut véritablement à la base. Et c'est ça qui fait la force de certains pays anglophones, notamment le Ghana. Effectivement. Le Ghana, c'est à l'école, au jeune âge, qu'on apprend les valeurs du civisme aux enfants. Et quand ils grandissent, ils font de ça leur quotidien. Ça dit ça, ils font... Effectivement. Mais quand par exemple, on a un simple exemple. Je ne sais pas si vous êtes à Accra, par exemple. Lorsqu'un véhicule veut s'engager et les autres véhicules viennent, ils voient que l'autre veut faire les manœuvres, ils s'arrêtent automatiquement. Mais ici, tu veux t'engager, on va t'insulter, te traiter de tous les noms d'oiseaux. Or, si on avait cette valeur civique, on devait se dire que tout le monde aura besoin de s'engager. Et que toi-même qui insultes, tu seras dans la même position. Ouais. Si tu dois mettre 1 heure de temps pour t'engager, parce que la rue ou bien le boulevard ou bien la route est tellement bondée, mais peut-être que tu as quelque chose, tu as une urgence. Alors, permettez à tout le monde d'être dans le mouvement et d'aller. Voilà une des valeurs. Ouais. Mais vous allez au Bénin ici, c'est le même temps qu'ici. Voilà. Vous voulez vous engager, on va vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Donc, au Bénin aussi, on est surtout comme ici. Voilà. Donc, vous allez me dire que bravo Togo et qu'on doit rester là. Non, je pense que c'est à cela le président de la République a instruit le chef du gouvernement de prendre les dispositions pour recommencer. Voilà. Et surtout, vous vous rappelez à l'époque quand on se mettait au mar, on montait les couleurs, on chantait et on maîtrisait l'hymne national. Et c'était une très bonne chose. Voilà. La démocratie est venue, les gens pensent non, tout ça là, ça ne vaut pas la peine. Même quand vous parlez même de démocratie, même bien avant, même il y a 98 et au Togo, c'était quand même, il y avait encore ces valeurs. On avait quand même ces valeurs. Le Togolais était respectueux. Le Togolais était respectueux. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, on va prier. Non, c'est bon. Dominique, c'est bon. En guise de conclusion, Delphonse, nous sommes rattrapés par le temps. Conclusion. Je suis très malheureux quand j'écoute Dominique. Je suis très malheureux. Non, en guise de conclusion. Je vais être formel. Je dis, si après 50 ans de gestion de la chose publique, 50 ans après, on trouve que ces valeurs républicaines ne sont pas respectées et on veut parler de civisme et de citoyenneté, ce n'est pas à la population qu'il faut le dire pour le moment. Vous me comprenez? Parce que j'ai honte quand on me dit que c'est à partir de 90 que ces histoires-là ont commencé. Vous ne le savez pas. J'ai vraiment... Alors, j'étais vraiment informé, je t'ai donné des informations. Je te dis merci. Mais c'est gratuit. Je te dis aussi, qu'en le disant ainsi, vous prouvez à suffisance que l'État a démissionné. Parce que les gens ne peuvent pas sortir de leur maison, commencer par causer du dégât en public, et que l'autorité ne soit pas à même de dire stop. Voilà, merci à vous, chers confrères. Merci, nous sommes comme ça. Voilà, merci. Il va écrire que juste parce que il a juste besoin. Merci Dominique, nous sommes rattrapés par le temps qui était parti est arrivé à sa fin. Merci à vous Dominique d'être passé sur ce plateau. Je rappelle très rapidement que vous êtes le directeur de publication du journal Chronique de la semaine. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, Idelphonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Le débat était chaud. Merci. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir.